Plusieurs grands défis économiques en 2022. Alors bien évidemment d'abord le défi de l'inflation, puisque ça fait 4 décennies à peu près que l'inflation était jugulée dans les pays les plus développés, voire au niveau mondial, qu'elle avait fortement diminué au niveau mondial et qu'elle ne restait plus qu'une exception de certaines situations économiques à certains moments donnés. Donc comment gérer cette inflation ? En gros, il y a 2 scénarios pour résumer en cas d'inflation. Il y a le scénario d'une inflation qui permet malgré tout d'une situation économique inflationniste qui permet malgré tout une augmentation des salaires et où finalement l'inflation impacte assez peu le pouvoir d'achat des populations et elle est plutôt facteur de croissance puisque l'inflation est combinée à un maintien du pouvoir d'achat et donc à une forte demande. Ça c'est le scénario des 30 glorieuses. Ça ne veut pas dire que l'inflation n'a pas de conséquences néfastes, mais en tout cas elle peut avoir un effet positif et d'autant plus positif aujourd'hui qu'on est dans une situation où les dettes publiques sont extrêmement importantes. Donc l'inflation c'est aussi ça réduit aussi la charge de la dette et le poids de ces dettes publiques. Et puis il y a une deuxième situation où l'inflation n'est pas synonyme de croissance économique. La situation économique ne permet pas une augmentation des salaires pour compenser l'inflation. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat des populations, une moindre consommation, ce qui entraîne en fait une stagflation, c'est-à-dire une combinaison d'inflation et de chômage extrêmement élevé, ou une d'inflation et une croissance relativement réduite. Et donc dans ce type de situation, eh bien, les banques centrales sont obligées de faire des choix, le choix entre l'inflation et la croissance économique, et il est bien évident que suivant le scénario auquel elles ont à faire face, elles vont plutôt privilégier la croissance économique et puis accepter de l'inflation, scénario des 30 glorieuses, ou à l'inverse, vouloir absolument réduire l'inflation parce qu'elle pèse trop sur le pouvoir d'achat des ménages et que de fait, elle pénalise la croissance économique. Et dans cette deuxième situation, eh bien, on a une tendance des politiques monétaires à augmenter le taux d'intérêt, donc ce qui alourdit le poids de la dette. C'est un premier élément, mais ce qui surtout va avoir des conséquences extrêmement néfastes dans les pays qui ne sont pas maîtres de ces politiques monétaires-là. Les pays émergents, les pays en développement, qui se sont fortement endettés et qui vont subir des augmentations de taux d'intérêt qui vont peser sur la dette avec des risques de crise de la dette dans un certain nombre d'économies. On se rappelle le début des années 80 et 1982 avec la crise de la dette mexicaine, puis d'un certain nombre de pays en Amérique latine, qui avait été la conséquence directe et quasi immédiate de l'augmentation du durcissement de la politique monétaire américaine et de l'augmentation des taux d'intérêt américains dans le cadre de la politique de désinflation compétitive. Donc on était déjà dans cette logique-là. Donc ça c'est le premier élément, c'est la question de l'inflation. Alors avec peut-être une nouveauté par rapport à ce que l'on avait connu dans les années 80, c'est cette question de la dette dans les pays les plus développés et du fait que ces politiques monétaires vont malgré tout être contraintes par ce choix de risquer de mettre en difficulté des politiques budgétaires dispendieuses et une dette publique qui a fortement augmenté, et donc ça va rentrer forcément dans l'équation. Il n'est pas dit que les banques centrales ne soient pas aujourd'hui en difficulté à mener une politique monétaire indépendante avec un troisième paramètre dans l'équation inflation-croissance, le paramètre de la dette publique. Donc ça c'est le premier élément. Cette inflation, elle a des conséquences extrêmement importantes sur les prix et en particulier on le voit aujourd'hui sur le prix de l'énergie, sur les prix des denrées alimentaires. Concernant l'énergie, la question que se posent les économistes, c'est est-ce que c'est temporaire et cette inflation, cette augmentation des prix de l'énergie est liée à la très forte croissance, à une croissance plus importante que prévu, en grande partie liée aux dépenses publiques et au soutien massif des pouvoirs publics à leurs économies et finalement au fur et à mesure que le soutien public va se lisser, que la crise du Covid, la crise sanitaire va être derrière nous, ce qui est encore loin d'être le cas, eh bien on va voir cette inflation diminuer ou est-ce que c'est plus structurel? Et c'est une véritable question, c'est une question extrêmement importante. Les économistes penchent souvent pour un phénomène conjoncturel et donc à la fin de l'hiver, on aura moins besoin d'énergie et les prix vont progressivement diminuer, mais rien n'est moins sûr. On a vu s'engager pendant cette crise du Covid la transition énergétique et le passage progressif vers des économies, vers des énergies décarbonées
décarboner, avec en particulier des acteurs financiers qui se tournent de plus en plus vite et de plus en plus massivement vers ces énergies décarbonées, parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par les gouvernements avec des objectifs précis sur la neutralité carbone 2035, 2050, 2060, mais des objectifs extrêmement de relatif moyen terme, et donc avec des acteurs financiers qui anticipent qu'il faut aller très très vite. Et ça peut avoir un effet extrêmement contre-productif en créant des pénuries. C'est-à-dire on va désinvestir massivement les énergies fossiles et le secteur des énergies fossiles, alors même qu'on n'est pas complètement prêt à compenser par les énergies vertes ou les énergies décarbonées. Donc là, vous allez avoir, les modes de vie ne changeant pas aussi brutalement que ce serait nécessaire, vous allez avoir des pénuries dans un certain nombre de secteurs d'activité, voire dans un certain nombre de pays. On le constate déjà en Chine, en fait, et des pénuries ou de fortes augmentations des prix de l'énergie, les deux étant bien souvent combinés. Et le deuxième aspect, c'est l'augmentation des prix agricoles, qui va bien évidemment entraîner des crises alimentaires, des pénurie alimentaire, mais qui risque aussi de creuser les déficits commerciaux d'un certain nombre de pays qui sont dépendants de leurs importations de denrées alimentaires ou de biens agricoles. Et là aussi, c'est un défi qu'il va falloir relever. Au-delà de l'insécurité alimentaire, vous allez aussi avoir des conséquences économiques qui peuvent être extrêmement néfastes pour les pays les plus fragiles, bien évidemment. Donc au-delà de ce phénomène d'inflation, la question qui va se poser, c'est l'après-Covid, la lutte contre le changement climatique, le défi énergétique et la transition énergétique autour de ce changement climatique et de cette lutte contre le changement climatique. Vous allez avoir la question des inégalités qui va se poser, puisque là, les inégalités étaient extrêmement fortes avant la pandémie de Covid. Cette pandémie a touché de manière très injuste et peu équitable les populations, avec des classes populaires et des populations pauvres bien plus affectées que des classes plus favorisées. Et dans un contexte où, fin 2019, avant cette pandémie, on avait déjà vu des tensions sociales, des mouvements sociaux venir s'inquiéter et poser une véritable inquiétude sur ces inégalités. Donc tous ces éléments-là, plus le repli sur soi, plus la relocalisation d'un certain nombre d'activités, on s'aperçoit qu'on est aujourd'hui véritablement à un moment charnière de notre économie, de notre évolution économique, avec un certain nombre de questions qui sont posées, de défis à relever, qui pointent leur nez également, et donc la nécessité de repenser l'économie, de redéfinir l'économie, et une économie qui de toute façon va se redéfinir d'elle-même.